Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Diffusés tous les jours de 10h à 11h et du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Pierre Caumont, Frédéric Caïrou et Jean-Richard Dufour à la technique, et préparés comme il se doit par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Julien Tricard, Mathilde Unger, Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez tout à l'heure comme tous les jours à 10h50 pour un journal exceptionnel à double titre puisqu'elle accueille Henri Atlan toute la semaine. Suite et milieu pour nous ce mercredi d'une semaine sur Montaigne, enregistrée chez lui, dans son château, à l'ombre d'un feu, entre deux verres de vin. Après Jean-Yves Pouillou et Frédéric Brahami, c'est Ali Ben Maklouf qui vient aujourd'hui vous parler de Montaigne en veste brune, écharpe noire et béret gris. Si Montaigne n'est pas philosophe, alors, tout comme l'un est au-delà de l'être, disait Platon, Montaigne est au-delà de la philosophie, dans l'Arcadie de la pensée, là où les haines sont désarmées et toutes les vérités gambadent. Si Montaigne n'appartient pas à la famille des philosophes, c'est qu'il est leur maître. S'il n'est pas leur semblable, c'est qu'il en est le père. Quand Montaigne explique que le verbe être n'a de validité que pour Dieu et que malheureusement nous n'avons pas accès à l'être, il est le père de Kant. Quand il dénonce la barbarie des gens qui désignent les autres comme des barbares, il donne le jour à Lévi-Strauss. Quand il déconstruit la catégorie d'identité, le gros moi qui transforme les hommes en poissons-lunes, il engendre Hume, Nietzsche, Marx, Freud et Brigitte Fontaine. Quand il s'intéresse aux fous, il délibère Foucault. Quand il déclare qu'on est catholique par hasard, il excite Pascal. Quand il fait de l'homme le badin de la farce, il apprend son métier à Schopenhauer. Quand il s'explore pour mieux s'oublier, il donne à l'avance une leçon d'humilité à Jean-Jacques Rousseau. Quand il vante la rêverie, il éveille Bachelard. Quand il dépeint les hommes sur des échasses, il donne à Proust l'idée de l'ultime métaphore à la recherche du temps perdu. Quand il explique qu'apprendre à mourir, c'est désapprendre à servir, il produit Spinoza. Et quand on fait avec lui, avec Montaigne, la découverte du français, de la grâce et de la liberté, ça donne Ali Ben Maklouf, jugé plus tôt. Chez moi, je me tourne un peu plus souvent qu'en voyage vers mes livres. Dans ma bibliothèque, d'où je dirige facilement ma maison. Je suis au-dessus de l'entrée, je vois sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour et dans la plupart des parties de la maison. Là, je feuillette tantôt un livre, tantôt un autre, sans ordre et sans dessin, en prenant des passages sans lien entre eux. Tantôt je rêve. Tantôt je note et je dicte en me promenant. Mes rêveries que je vous livre dans ces essais. Bonjour Ali Ben Maklouf. Bonjour. Alors c'est un bonheur de parler de Montaigne avec vous que vous connaissez si bien et de partir pour ce faire de Montaigne se décrivant lui-même, c'est un des textes autoréférentiels comme on dit, des essais, se décrivant lui-même dans sa bibliothèque ou plus exactement dans sa librairie. Oui, tout à fait, puisqu'il s'est toujours avancé pour dire qu'il parlait de lui et non pas des choses, et dès lors qu'il parlait de lui et non pas des choses, il pouvait ne pas être dans une correspondance stricte avec les choses, et donc cette liberté de parler sans ordre ni dessein, c'est aussi quand même de relier des réalités apparemment hétérogène, mais que sa personne unifie. Et je pense que c'est un peu ce qu'il dit quand il dit « je parle sans ordre et ni dessein », mais avec poids et utilité. À d'autres moments, il dit que les mots ont un poids et une utilité. Et je m'étais dit que cette question de la pondération des mots était très importante et qu'elle pouvait être indiquée dans des phrases où un même mot revient trempé une fois qu'il a été bien saisi une première fois, comme à la poêle, et une deuxième fois bien trempé. C'est ce que vous appelez l'humidité des mots. Hein. On va parler de l'humidité des mots en essayant nous-mêmes d'être
humide. C'est pas difficile d'ailleurs parce qu'il fait plutôt froid à l'heure où nous enregistrons ces émissions, même si le feu est en train de prendre, le feu de la cheminée du château qui a été construit au XIXe siècle et qui fait face à la tour de Montaigne. Ce sans ordre et sans dessein est pondéré donc par la pondération elle-même, est intéressant parce qu'il montre que quand on va à Sceaux et à Gambade, ce qui est la façon de faire de Montaigne, quand on écrit comme on parle à l'improvisade, comme dirait Cyrano, bref, quand on ne se donne pas un ordre préalable, on obéit malgré tout à d'autres nécessités que la nécessité providentielle d'un ordre que l'auteur se donne avec un but ultime à atteindre. Montaigne peut se permettre d'improviser parce qu'il obéit justement à une nécessité ou à d'autres nécessités. Il est vrai que beaucoup de choses nous semblent spontanées quand elles sont suscitées. Et lui, bien évidemment, il est un somnambule un peu dans son château, mais un somnambule, comme il dit, nous veillons dormant, nous dormons veillant. Et cet aspect de rêveur distrait fait qu'il est en fait beaucoup plus lucide dans les songes du jour, puisqu'il sait que ce sont des pensées qui peuvent être rêvées. De sorte que quand il dit dans ma librairie « je n'y suis jamais la nuit », s'il n'y est pas la nuit, c'est parce qu'il faut bien qu'il soit un peu endormi pour y être. Tout à fait, et les songes, alors il respecte les songes, il dit « je respecte d'autant plus les songes de la nuit parce que eux, ils ne se donnent jamais pour des réalités, alors que beaucoup de nos pensées du jour, qui sont en réalité des songes, ignorent que ce sont des songes. » On est avec Montaigne dans une situation d'intermédiaire, à mi-chemin du songe, qui certes nous montre des choses que l'éveil nous dissimule, mais qui ne nous permet pas en même temps de les restituer. Et de l'éveil qui nous dissimule donc tout ce que le songe nous montre et qui donc à cet égard nous donne une lucidité dont nous n'avons que faire. Montaigne, se situant à mi-chemin de là, de ces deux éléments, de ces deux instances, se trouve en situation de rêveur. Le mot de rêverie ici est important. Vous avez parlé de somnambulisme. On peut parler de rêverie comme cet espace intermédiaire de mobilité montagnenne? Tout à fait, de rêverie, de fantasmagorie au sens d'éléments imaginés. Et il prête un certain moment à Platon cette phrase en disant Platon dit que nous savons en songe ce que nous ignorons en vérité. Si nous savons en songe ce que nous ignorons en vérité, c'est que peut-être pour donner un peu d'utilité à sa vie, il est bon, comme le disait David Hume d'ailleurs, de noter chaque matin un peu ses rêveries, parce que si on a un peu de lucidité sur les éléments fragmentaires qui nous restent des rêves, peut-être que notre vie du jour gagnerait en plus de lucidité ou d'éclaircie, si je puis dire. Hume partage avec Montaigne ce goût de la fragmentation du sujet. Il en est même en un sens l'héritier. Les thèses de Hume sur l'identité personnelle dans le traité de la nature humaine sont héritées clairement de ce que Montaigne lui-même dit. Ce sont des penseurs de la mobilité et d'une mobilité qui n'est pas accidentellement déposé sur un sujet immobile. Nous sommes mobilité à l'intérieur, c'est-à-dire que le temps ne fait pas que passer au-dessus de nous. Nous sommes nous-mêmes le temps passant, et de sorte que Hume et Montaigne sont des penseurs de la fragmentation, de la brisure du sujet, et donc, à cet égard, et le mot est de Montaigne, des penseurs de la rêverie. Oui, tout à fait. L'idée d'une permanence du moi, l'idée d'un ego transcendant sont des choses qui échappent totalement à l'observation. Et les deux, aussi bien Hume que Montaigne, partagent l'idée que les observations et les expériences devraient primer sur les convictions. Je peux être convaincu d'une permanence de mon moi, mais enfin, c'est peut-être une rêverie que j'assume comme vérité, alors que c'est peut-être une fantasmagorie. Ce qui, à cet égard, donne à penser la valeur des anecdotes chez Montaigne. Il se décrit, on pourrait dire, voilà, il se décrit, 1, complaisamment, 2, en accordant une importance démesurée à des détails qui n'en ont pas, en se décrivant lui-même, marchant dans sa bibliothèque, prenant tantôt un livre, tantôt un autre. Mais ce qu'il dit en se décrivant de cette manière-là et en prenant le biais à la fois anecdotique et manifestement, même si c'est faux, complaisant de cette description, ce qu'il dit est au contraire extrêmement profond, important et vertigineux. Oui, puisque tout de même c'est quand même quelqu'un qui a
donner une consistance à la fortune, aux causes fortuites, aux choses qui arrivent sans qu'elles soient prises dans une prédiction ou même une prévision, mais elles sont, comme il le dit au livre 1, la fortune se rencontre souvent au train de la raison, et donc la fortune, comme elle donne une multiplicité de visages aux choses, eh bien, aller vers ce que la fortune présente permet de ne pas vivre à un seul étage, mais à divers étages. Ma bibliothèque est au 3e étage d'une tour. Le premier, c'est ma chapelle. Le second, une chambre et ses dépendances où je couche souvent pour être seul. Au-dessus, la tour a une grande garde-robe. Au temps passé, c'était l'endroit le plus inutile de la maison. Je passe dans cette bibliothèque et la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour. Je n'y suis jamais la nuit. À sa suite est un cabinet assez élégant où l'on peut faire du feu pour l'hiver, très agréablement éclairé par une fenêtre. Et si je ne craignais pas plus le souci que la dépense, le souci qui m'empêche d'entreprendre des travaux de construction, je pourrais facilement ajouter de chaque côté une galerie de 100 pas de long et de 12 de large, de plein pied, car j'ai trouvé tous les murs élevés pour un autre usage à la hauteur qu'il me faut. Tout endroit retiré demande un promenoir. Mes pensées dorment si je les assieds. Mon esprit n'avance pas si mes jambes ne le mettent pas en mouvement. Ceux qui étudient sans livre en sont tous là. La forme de ma bibliothèque est ronde et n'a de rectiligne que ce qu'il faut à ma table et à mon siège, et elle m'offre dans sa courbe, d'un seul regard, tous mes livres rangés sur 5 rayons tout autour. Elle a 3 vues d'une riche et libre perspective, et 16 pas de vide dans son diamètre. En hiver, j'y reste moins continuellement car ma maison est juchée sur un tertre, comme le dit son nom, et n'a pas de pièce plus éventée que celle-ci, qui me plaît en ce qu'elle est d'accès un peu difficile et à l'écart, tant à cause du profit de l'exercice que je fais que parce qu'elle éloigne de moi la foule. C'est là que je réside. J'essaie d'en avoir la pleine domination et de soustraire ce seul coin à la communauté et conjugale, et filiale, et civile. Rappelons que Montaigne avait plus de 1000 volumes sous les yeux. Il avait plus de livres que dans la bibliothèque d'Oxford. Et pourtant, il se présente lui-même comme un étudiant sans livres et quelqu'un qui a besoin, pour travailler, de marcher, de parler en marchant. Il est l'héritier d'Aristote et le père de Nietzsche. Oui, tout à fait. Et ça reprend ce que vous disiez sur le mobilisme. Le mobilisme de Montaigne est essentiel. Péripatéticien à sa façon, bien que, bien évidemment, Aristote, pour lui, n'a donné que des os à ronger pour l'esprit. Mais après tout, le chien qui ronge les os les aiguise tout aussi bien. Et lui, il aiguise sa pensée en marchant, péripatéticien à sa façon. Je pensais tout à l'heure, quand vous lisiez le passage où il disait « Je feuillette au hasard », sans ordre et sans dessein, oui. Sans ordre et sans dessein. Il reprend cette phrase de Sénèque « Ce n'est pas merveille que le hasard puisse tant sur nous puisque nous vivons par hasard ». Et donc c'est cette question de la pondération, comment le mot hasard revient 2 fois. Et bon, c'est une phrase que Darwin ne désavouerait pas. Ce n'est pas merveille que le hasard puisse tant sur nous puisque nous vivons par hasard. Alors il a pris au sens fort cette idée que nous vivons par hasard en ayant une veille, une vigilance forte à tout ce qui peut arriver et qui précisément n'est pas essentiellement programmé, et face à quoi je dois faire face pour pouvoir non seulement l'accepter et être bien, mais m'orienter dans l'existence dès lors que j'ai accepté que l'imprévisible en quelque sorte. Il n'y a pas de providence chez Montaigne.
Nous vivons par hasard. Et pourtant, cet homme est catholique. Il dit, on ne trouvera pas, et de fait d'ailleurs on peut chercher, on ne trouvera pas dans mes essais le moindre grief, le moindre reproche, je ne sais plus le mot exact qu'il emploie, contre l'Église apostolique et romaine. C'est un catholique qui a pourtant vu les massacres que lui valaient les guerres de religion. Quel statut Montaigne accorde-t-il à son catholicisme ? On sait que dans sa librairie, par exemple, il a fait aménager une petite pièce, une sorte de petit soupirail, par lequel, quand il était malade et qu'il ne pouvait pas se lever, il pouvait entendre la messe qui était donnée en bas, dans la chapelle. Quelle place cet homme fait-il à son catholicisme proprement dit ? Dans quelle mesure est-ce que cela infuse ses écrits ? Est-ce qu'au fond, Montaigne n'entretient pas avec le catholicisme le rapport que Lucrèce pouvait entretenir avec les dieux, qui sont à distance, loin sur les montagnes, qui vivent comme ils peuvent au fond et qui ne s'occupent guère de nous? Sur cette question, peut-être 2 points. D'abord sur la providence, qui bien évidemment n'est pas la fortune. Il est absolument contre ceux qui utilisent tout le temps la providence quand les événements leur échouent de façon favorable, en disant la providence était avec nous. Par exemple, pour les guerres contre les Turcs, beaucoup avaient dit à la fameuse guerre de Lépante, où les Turcs ont été vaincus, eh bien voilà, la providence nous sourit, c'est parce que nous, catholiques, nous avons Dieu avec nous. Et il dit, mais il faut toujours être prudent sur les pronostics divins, parce que nous ignorons complètement les desseins de Dieu, en raison de notre finitude, et précisément, mobiliser la providence dans le cas où l'événement m'est favorable, ça signifie que quand il n'est pas favorable, que la providence m'a lâché. En fait, on ne peut pas asseoir les fondements religieux sur les événements historiques. Et les événements historiques sont trop aléatoires, trop pris dans les causes fortuites pour pouvoir être à même de justifier ou d'accréditer une providence quelconque. Ça, c'est le premier point. Donc, la providence, du coup, il ne l'utilise pas à la manière de, je dirais, d'un catholicisme populaire dans ces moments de guerre, par exemple. Deuxièmement, sur son catholicisme à lui, d'une part, il sait très bien le poids de la coutume et des lieux où nous vivons. Là, nous naissons musulmans, là, nous naissons catholiques, là, nous naissons, il y a quand même le lieu où nous avons été éduqués à telle ou telle religion. Nous avons la religion de notre nourrice, après tout. Et donc, tout de même, cette détermination par l'éducation permet d'écarter tout poids métaphysique sur le catholicisme de sa part. On l'a vu déjà, on est catholique comme on est périgourdin. Voilà. Mais du coup, que reste-t-il du catholicisme lui-même, des vérités éternelles auxquelles prétend le catholicisme et dont il se réclame ? Quel statut faire à des vérités immuables, au fond, quand on assiste à leur genèse, soit par une nourrice, soit par un hasard, soit par un caractère, une humeur Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la foi et il y a les opinions. La foi, c'est comme une présence. Ça ne se détruit pas. Vous ne pouvez pas détruire, à moins que vous détruisiez la personne. C'est ce qui arrive précisément durant les guerres de religion. Et les opinions peuvent toujours être contredites. Alors, il y a plusieurs opinions émises par les théologiens catholiques qui peuvent être d'égale force par rapport aux opinions adverses. Mais ça, c'est les opinions, ce n'est pas la foi. Et ma foi, la foi, comme elle n'a pas de contraire, la foi n'ayant pas de contraire, c'est une présence, et bien à partir de là, elle est soustraite à la dialectique des discussions selon les arguments opposés. Figure originale, dit-il de lui-même, un philosophe non prémédité et fortuit. Un philosophe à qui il semble ceci, il m'a toujours semblé qu'à un homme chrétien, cette sorte de parole est pleine d'indiscrétion et d'irrévérence. Dieu ne peut mourir, Dieu ne se peut dédire, Dieu ne peut faire ceci ou cela. Je ne trouve pas bon d'enfermer ainsi la puissance divine sous les lois de notre parole. Bien des philosophes catholiques se serviront de cette phrase-là. Je pense notamment à Jean-Luc Marion, par exemple, dont le travail sur Montaigne, qui a beaucoup d'admiration pour Montaigne, et qui, alors lui, pour le coup, entretient avec le catholicisme un rapport peut-être plus serré que Montaigne, il se sert de cette parole-là pour montrer comment le scepticisme montagnien, justement, inaugure la possibilité d'une parole en elle-même irréductible. On ne peut pas enfermer Dieu dans les cadres étroits de notre langage, et tout ce qu'on ne peut pas dire de lui plaît dans sa faveur. On peut se servir de Montaigne en ce sens. Montaigne est compatible avec la foi. Oui, tout à fait. Et donc, vous faites allusion au grand débat théologique entre la puissance divine est-elle enfermée dans la raison divine ou est-ce que la puissance divine, par nature, est indéterminée? Alors, si je dis que Dieu ne peut faire que des choses rationnellement pensées,
j'enferme sa puissance dans la raison, et donc ce n'est plus tout à fait une puissance. Et Montaigne est contre ce rationalisme qui sera développé à la manière de Leibniz, l'idée que la puissance de Dieu n'est pas totalement indéterminée, mais qu'elle est de part en part prise dans la réalisation du meilleur, l'optimum, ce que la raison dit. Et Montaigne est de ceux qui pensent que la puissance divine est totalement indéterminée, qui fait que je ne peux pas précéder les expressions de sujet-prédicat où il y a Dieu comme sujet, faire tout de suite précéder le verbe d'une négation. Dieu ne peut pas se suicider, Dieu ne peut pas faire que le passé n'ait pas lieu, je ne peux pas... Mais est-ce que dire que Dieu peut tout, ça n'est pas déjà trop en dire ? Exact. Aussi bien, c'est-à-dire que la dualité de la proposition affirmative et négative, peut-être faut-il la laisser à la déclaration des faits scientifiques susceptibles d'entrer dans la puissance et la portée de la connaissance humaine, mais que cette dualité elle-même, ce principe de contradiction lui-même, qui nous permet de construire un savoir humain, eh bien, on appuie sur le faux quand on le fait correspondre à la réalité divine. À cet égard, Ali Ben Maklouf, le langage est rendu à lui-même. Oui. La parole est rendue à elle-même, à sa propre impuissance. Montaigne est nominaliste. Oui. Montaigne ne cesse de dire qu'avec un mot, on n'épuise pas l'objet que ce mot désigne, que c'est une illusion de penser cela, et qu'au fond, c'est pas parce qu'un mot a l'air général ou essentialise au fond l'objet qu'il désigne en parlant de fauteuil à propos de n'importe quel fauteuil, c'est pas parce qu'il y a cette tension grammaticale ou syntaxique qui vaut à un mot d'être général et donc d'être vu comme désignant l'essence d'un objet qu'il faut se prendre au jeu. Les mots ne désignent qu'imparfaitement les objets qu'ils désignent. Et pourtant, comme souvent d'ailleurs chez les critiques du langage, que ce soit Montaigne, Nietzsche ou Rousseau d'ailleurs, ce sont les plus grands prosateurs. Oui, et comme vous avez souligné tout à l'heure cette question de l'humidité de la langue, c'est quand même dans les mots que vont apparaître des réalités insoupçonnées. Quand ce que j'appelle l'humidité de la langue, donc un siècle avant la codification de la langue française par l'Académie française, tout le travail qui a été fait par Descartes, Racine, Corneille, la langue française qui, pour reprendre une expression de Duhem, manifeste un esprit étroit et abstrait, étroit non pas au sens péjoratif du terme, mais au sens où l'abstraction limite complètement le conduit de la langue ou le canal de la langue, et il cite Descartes pour cela. Il dit par opposition aux esprits imaginatifs et amples issus de la langue anglaise, il y a un esprit étroit et abstrait. Alors avant cet esprit étroit et abstrait du XVIIe siècle qui se conclut par la création de l'Académie française et par quand même une certaine normativité de la langue, vous avez chez Montaigne l'invention d'une nouvelle langue dans sa fraîcheur, dans une humidité. Alors ce que moi j'appelle l'humidité de la langue, c'est que dans une même phrase, je le disais tout à l'heure, un même mot est pondéré différemment parce qu'il est utilisé à deux fois, et il y a plusieurs exemples qu'on peut parcourir en ce sens. Mais on va se promener là-dedans. Prenons-en un. Les lois se maintiennent en crédit, non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois. On a une sorte de chiasme ici, où loi commence et termine cette phrase, ce qui permet à Montaigne d'en faire évoluer le sens peut-être, et puis surtout de dire et de faire passer via ce langage dont il élabore la critique des informations fondamentales sur le rapport de l'homme aux lois, leur valeur non absolue, et l'allitération de loi lui permet de faire entendre ce qu'il dit. Tout à fait. Alors la première occurrence de loi, les lois se maintiennent à crédit, donc se maintiennent à crédit, c'est l'efficience et la validité de l'ordre juridique, donc on se dit, bon, ben, les lois sont valides, efficaces, peut-être parce qu'elles sont justes. Alors il continue, non parce qu'elles sont justes, mais parce que ce sont des lois, c'est-à-dire qu'il y a une immanence du système légal à lui-même qui fait que finalement... Immanence qu'il rend par la tautologie. Exact, et qui indique finalement une forme de pessimisme anthropologique chez Montaigne, au sens où dans la loi, ne voyez rien d'autre que la légalité et n'y voyez pas la justice, parce qu'elles peuvent être justes, mais ce n'est pas la justice qui les maintient à crédit. C'est un pessimisme anthropologique fort, et c'est l'idée que, Pascal effectivement en fera son miel plus tard pour dire que le droit ne peut pas reposer uniquement sur une idée de la justice, parce que la justice finalement, chacun pense être dans son bon droit, et ça ne forme pas une pacification des relations humaines. Mais, pour revenir à cette question de la langue, loi
Le premier est dans l'efficience et la validité de l'ordre juridique, le second est dans le pessimisme anthropologique. Et finalement, le même mot, voyez par exemple à la fin du chapitre sur les cannibales, c'est aussi une question du vivre ensemble. Les indigènes qui sont venus en visite en France, finalement, on les interroge à un certain moment sur ce qu'ils ont vu en France et ce qui leur semble étonnant, admirable au sens ancien, donc curieux, susceptible d'accrocher l'œil par sa nouveauté. Et ils disent, mais nous, on se considère moitié les uns des autres. Et là, on voit des moitiés nécessiteuses. Donc il y a déjà moitié qui perd son premier sens. Moitié au début, c'est une forme d'égalité. Et puis dans le second, moitié, c'est la quantité, la moitié nécessiteuse, les pauvres. Et puis il ajoute, eh bien, la moitié nécessiteuse, elle est face à des gens gorgés de commodités. Et il leur semble bizarre, à ces indigènes, que la moitié nécessiteuse ne prenne pas à la gorge les gens gorgés de commodités. Et vous savez, gorge qui revient comme ça 2 fois et qui, effectivement, nous fait prendre conscience d'une difficulté et d'une tension quant à l'équité et à la justice dans le vivre ensemble. Si précisément on est gorgé de commodités, c'est qu'il y a une forme mortifère qui va induire une façon d'être prise à la gorge par ceux qui, précisément, nous voient gorgés de commodités et non pas le feu qui les réchauffe et vivent avec les éléments comme des SDF, les éléments de la nature. On va revenir sur les cannibales. Le chapitre sur les cannibales, il est fondamental à la fois en termes linguistiques et évidemment par ce qu'il inaugure, les traditions qu'il inaugure et les problèmes qu'il pose. Frédéric Brahami, à qui je posais cette question l'autre jour, me parlait, parlant du rapport à l'ordre, aux lois, à la facticité des lois finalement, au fait que les lois apparaissent, ou plus exactement que les coutumes se concrétisent en lois, deviennent des lois insensiblement et qu'on n'y puisse rien. Et donc le caractère non absolu de l'origine des lois, disait Pascal s'inspirera de Montaigne en disant « Mieux vaut une injustice qu'un désordre », ce qui avait à bon droit fait bondir François Connac, et bien d'autres d'ailleurs qui écoutaient cet enregistrement. Est-ce que vous reprenez à votre compte l'idée qu'au fond Montaigne, penseur éminemment conservateur en ce sens en tout cas, est à l'origine de l'idée que, étant donné que les lois ne sont pas dictées par une idée du bien ou de la justice, mais par des coutumes qui se concrétisent, qui se réifient en loi, au fond, mieux vaut une injustice qu'un désordre. 2 choses. D'une part, il a tout de même insisté sur le fait que les bonnes polices, les bonnes cités, sont celles qui réduisent... P-O-L-I-S, ici, vous écrivez police. Voilà, les bonnes polices sont celles qui réduisent l'inégalité entre les valets et les maîtres. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Montaigne est en faveur des injustices d'aucune façon. Si on était Montaigne, on dirait peut-être qu'il réduise les inégalités en faveur des maîtres. Il réduise les inégalités pour qu'un maître puisse être en conférence, dit-il, avec son valet, qu'il puisse parler à son valet, parce que ce qui se produit dans les inégalités, si je reprends le schème linguistique que j'ai développé, ce qui se produit dans les inégalités, c'est qu'on n'a plus le même langage, et donc on ne peut plus faire société commune. Ça, je crois que c'est un premier point, l'idée que toute bonne cité est celle qui réduit les inégalités. Le second point, sur l'idée du conservatisme de Montaigne, sans chercher à défendre quoi que ce soit cette notion de conservatisme, il y a chez lui l'idée forte que, quel que soit le désordre auquel on arrive, les hommes reconstituent spontanément un ordre. C'est ça sa forme de conservatisme. On reconstitue spontanément un ordre. On ne peut pas vivre continuellement dans le désordre. Ça ne veut pas dire que le désordre est mal vu par lui. Ce n'est pas une question de valeur mise sur le désordre, c'est une question factuelle. L'homme ne vit pas dans le chaos. Quand il dit « j'écris sans ordre et sans dessein » ou « je cherche mes livres sans ordre et sans dessein », au fond, il n'a pas besoin d'ordre, il n'a pas besoin de dessein parce que l'ordre se fait de lui-même. Exactement, l'ordre se fait de lui-même. L'ordre est une question factuelle pour l'anthropologie humaine, selon Montaigne. Et ce n'est pas précisément l'idée de dire « attention, il y a une révolution et ça va apporter plus de catastrophes que ça ne résout de problèmes ». Là, on se place au niveau d'un combat des valeurs. Montaigne n'est vraiment pas dans le combat des valeurs de ce point de vue-là. Il voit beaucoup de révolutions, de guerres civiles qui le désolent de son temps. Il
comprend les vertus de l'ordre non pas comme valeur, mais comme facteur d'adaptation de l'homme à son univers pour vivre. Et d'ailleurs, ceux qui font les révolutions actuellement en Tunisie ou en Égypte n'ont jamais dit qu'ils voulaient vivre dans le désordre, mais ils disent à un certain moment, l'ordre apparent est tellement comblé de désordre réel que justement ce désordre instauré par la dictature doit cesser pour un ordre. Parce que la dictature cache le désordre pour un ordre apparent et s'effrite d'elle-même dès lors que la peur, qui est le plus grand chaos humain, cède. Donc s'il fallait normativiser Montaigne, s'il fallait s'en servir comme d'une norme, ce qui est toujours difficile évidemment puisqu'il décrit les choses plus qu'il ne fait valoir des valeurs donc qu'il faudrait imposer au monde, mais implicitement la norme de Montaigne n'irait pas du côté de ceux qui voudraient arbitrairement imposer d'en haut, c'est-à-dire sans faire attention à leur émergence lente au cours de l'histoire, au cours des siècles, ceux qui voudraient arbitrairement imposer d'en haut un ordre qui en lui-même recouvrerait donc d'un voile pudique ce qui leur semble un chaos et qui en réalité est déjà ordonné. Oui, il n'aime pas les dictatures. Non, certainement pas. Et il reconnaît, on cite souvent un passage où il dit quand on règne, on s'accommode de massacres, mais il faut tout de suite ajouter moi, je ne suis pas du parti, moi, Montaigne, je ne suis pas du parti de ceux qui vont participer à des massacres au sens du système légal, parce que trop peu pour moi, en quelque sorte. Il y a tout de même cette réserve. En même temps, il peut, alors dans la trilogie française de l'époque, les deux Guises ultra-catholiques, le roi dit très catholique, mais finalement modéré, et puis le roi de Navarre, qui lui est protestant, eh bien Montaigne dit « Pourquoi veut-on être tout entier dans l'appréciation politique des choses. Je peux plier mon genou, mais je ne plie pas ma raison. Je peux admirer la révolte de Guise, mais non pas son caractère ultra. Je peux critiquer mon roi sans être séditieux dans mon cœur. Et puis je peux admirer le roi de Navarre en lui disant « Calme-toi parce que par moments, tu vas au casse-pipe ». Il faut ici rappeler que Montaigne et Henri IV étaient amis. Oui, tout à fait. Il était reçu ici, Henri IV. Là où nous sommes. Oui, tout à fait. Là où nous parlons. Certains iront même jusqu'à voir dans le refus ultime de Montaigne de travailler pour Henri IV, l'aveu finalement d'une carrière politique qui serait un échec. Au fond, Montaigne aurait raté sa carrière politique parce qu'il était trop tard pour qu'il se mette au service d'Henri IV. C'est une interprétation que vous ne partagez pas, Ali Ben Maklouf. Il faut revenir un tout petit peu sur des moments de l'histoire et sa place dans la cité. C'est vrai que Montaigne a d'abord eu une vie publique avant de se retirer au sein des doctes muses et d'être d'autant plus de plein pied dans la cité qu'il était en situation de repli d'ailleurs. Mais Montaigne a décliné l'invite qui lui était faite de remettre les pieds et les mains dans le cambouis des affaires publiques. Et pourtant, il a été rappelé à maintes reprises pour cela, à la fois pour diriger la mairie de Bordeaux, la mairerie, comme il dit si bien, et puis par deux fois. Et aussi pour cette conciliation entre... Il a été quand même approché, bon, il est mort sans voir Henri IV roi, mais tout de même, il a été approché pour dire au roi de Navarre, écoutez, Paris vaut bien une messe, comme on dit si bien, puisqu'il s'est converti finalement, le roi de Navarre s'est converti au catholicisme pour que la monarchie reste pérenne, unifiée depuis Louis XI. Et si précisément la division continue et que le roi de Navarre refuse le catholicisme, eh bien c'est le roi d'Espagne en liaison avec les ultras qui vont manger la France et peut-être la digérer et il n'y a plus de France. Donc c'était l'éveil de la conscience et il a été appelé en ce sens par Paris, par le roi, pour dire, voyez bien le roi de Navarre, pour le calmer et qu'il revienne. Bon, on pense qu'il y a eu beaucoup de discussions dans ce sens, mais il est mort et le roi de Navarre est devenu roi plus tard, avec cet édit de Nantes extraordinaire qui dit ce mot terrible en un sens. Je ne sais pas si Montaigne l'aurait totalement approuvé, comme de choses non advenues, toutes ces guerres civiles, comme de choses non advenues.
L'éthique de la discussion chez Montaigne, ou l'art de conférer chez Montaigne, repose non pas sur le silence dont on recouvre les sujets qui fâchent, mais bien au contraire, on l'a déjà vu, bien au contraire sur l'exhibition et la mise en forme des arguments adverses et le courage de se heurter à des arguments qui ne sont pas les siens et éventuellement d'être convaincu par eux. Un homme qui fait valoir que toute discussion, toute paix repose sur un affrontement loyal entre deux individus qui ont le droit de ne pas être d'accord et qui, en toute bonne volonté, essaient de construire un objet commun en faisant travailler leur raison indépendamment de ce qu'ils sont dans la mesure où ils en sont capables. Une éthique de la discussion qui repose sur ces principes-là ne peut pas admettre qu'une loi d'amnistie passe sous silence les crimes qui ont été commis, puisqu'au fond, ce serait faire reposer l'ordre public. Et cette fois-ci, peut-être Montaigne est en contradiction avec lui-même, puisque dans un sens, il dit « les traditions deviennent des lois », et puis c'est comme ça. Ça n'est pas autrement. Et dans le même temps, l'oubli des péchés et des crimes est une façon, serait comme une discussion qui mettrait sous silence les sujets qui fâchent. Ali Ben Maklouf. Oui, alors, d'une part, il y a l'aspect jurisprudentiel d'une tradition qui se décante et devient une loi. C'est finalement pas la tradition française, puisque la tradition française, c'est la tradition du droit écrit, et ce n'est pas la tradition anglaise de la jurisprudence. Et d'ailleurs, nous souffrons beaucoup de cet appel sans cesse au législateur en France, puisqu'on veut qu'il réglemente tout, la fin de vie, le commencement de vie, la vie de l'embryon, etc. Les génocides. Les génocides, alors qu'il est important aussi que le législateur ne définisse ni le commencement de la vie, ni la fin de vie, ni ce qu'est une maladie grave et incurable. Il est très important que dans la société, on n'appelle pas le législateur sans cesse pour finalement stigmatiser, parce que dès lors qu'il va réfléchir sur certains cas, il va en stigmatiser d'autres. Donc, tradition qui devient au fur et à mesure loi, c'est parce qu'il s'est concrétisé en France, mais c'était effectivement le point de vue de Montaigne. Sur l'autre partie de la question, sur l'idée que finalement on met tout sous le tapis et c'est pas possible, parce que précisément il y a une puissance du refoulé. Montaigne était absolument conscient de la force destructrice de la pulsion de mort qui anime les individus. Je reprends ma question de l'humidité de la langue à ce sujet. Ils attisent la guerre, non pas parce qu'elle est juste, mais parce que c'est la guerre. C'est-à-dire qu'il y a... On retrouve la même structure qu'avec les lois tout à l'heure. Hein. Exactement. Oui. Et le second mot, c'est pour indiquer. Alors le premier mot, on est dans l'héroïsme, ils attisent la guerre, on pense qu'elle va être juste et qu'elle va être justifiée. Non, parce que c'est la guerre, c'est-à-dire la cruauté pour la cruauté. Et Montaigne est très sensible sur ce point. C'est qu'il y a une première cruauté qui a été commise. Et après, on va demander sans cesse vengeance uniquement pour donner une récurrence et un poids à la première cruauté. Et la première a été faite de manière fortuite, la cruauté pour la cruauté, et après on va essayer de la venger, d'y mettre la justice. Non, ils attisent la guerre, non parce qu'elle est juste, mais parce que c'est la guerre. Et cette pulsion de mort, cette façon de prendre l'être
de l'homme à défaut et à vice en le mettant en horreur de lui-même. Il était très conscient de ce point-là. Il était très conscient de ce point-là. Et je pense que effectivement, les prétextes de raison, il parle des méchants naturels et sanguinaires et traîtres, tous ceux qui précisément font cette justification de la guerre pour des raisons quelconques. Relisons ces passages-là du livre 3, chapitre 1, et relisons-les avec considération sur la guerre et la mort de Freud à l'issue de la Première Guerre mondiale. Comment une civilisation se défait par pulsion de mort et non pas par héroïsme. Cessons de dire qu'une guerre est justifiée. C'est épouvantable que de penser que, dans ce cas-là, alignons-nous sur ceux qui disent qu'il y a le bien et le mal, l'axe du bien, l'axe du mal, et puis l'humanité, bien évidemment, sera dans cette horreur d'elle-même et dans cette mise en défaut de son être et dans cette destruction, dans un désordre généralisé cette fois-ci. La mise en défaut de l'être dont vous parlez pourrait être appelée aussi une mise au secret, finalement, de l'être, une mise à distance de l'être, ou plus exactement une façon de recouvrir la mobilité de l'être de valeurs absolues, de mots définitifs, l'inhumain, le barbare, toutes ces façons que l'on a de méconnaître ce qu'on désigne ou d'exclure de la sphère de l'humanité et donc de la connaissance, donc de la pensée, ce qui nous semble ignoble, impensable ou tout simplement inhumain. Montaigne est de ceux qui montrent que l'inhumain, le problème de l'inhumain, ça n'est pas son inhumanité, c'est au contraire son humanité, Ali Ben Makhlouf. Tout à fait, et je reprends volontiers une expression de Mireille Delmas-Marty à ce sujet. L'humanisme de Montaigne, c'est limiter l'inhumain, non pas aller vers des pensées abstraites de solidarité, d'altruisme, de générosité, que sais-je. C'est pas ça l'humanisme. L'humanisme, c'est dans les situations de catastrophe, dans les situations d'inégalité, dans les situations d'injustice, comment réduire cette injustice, comment réduire les difficultés que rencontrent les hommes. Épaminondas, très belle figure de quelqu'un qui fait mordre à la guerre le mors, M-O-R-S, de la bénignité, c'est-à-dire ne pas tuer l'ami parce qu'il est dans le camp contraire, ne pas tuer l'autre parce qu'il m'a déjà reçu même s'il est dans le camp contraire, et ne pas précisément ajouter à l'écume de la guerre l'échauffement de mon esprit. La cause des lois et la défense de l'état de choses ancien ont toujours ceci pour elles. C'est que ceux mêmes qui troublent cet ordre pour leur dessein particulier excusent ses défenseurs s'ils ne les honorent pas. Mais il ne faut pas appeler devoir, comme nous le faisons tous les jours, une animosité et une âpreté intérieure qui naissent de l'intérêt privé et de la passion personnelle, ni appeler courage une conduite traîtresse et méchante. Ils appellent zèle leur propension à la malignité et à la violence. Ce n'est pas la cause qui les échauffe, c'est leur intérêt. Ils attisent la guerre non parce qu'elle est juste, mais parce que c'est une guerre. Ce passage se trouve, dont nous parlons depuis tout à l'heure, se trouve donc au chapitre 1 du livre 3, un chapitre qui porte sur l'utile et l'honnête. Et c'est extraordinaire parce que ce passage se trouve au milieu de considérations sur la possibilité de communiquer entre les uns avec les autres. Notamment, c'est un moment où il dit « Le parler ouvert ouvre un autre parler et le tire au dehors comme font le vin et l'amour. » Il dit aussi « Moi je ne dis rien à l'un que je ne puisse dire à l'autre à son heure, l'accent seulement étant un peu changé. » C'est un passage dans lequel Montaigne fait valoir la franchise comme la condition justement d'un échange loyal entre les individus. Et à l'intérieur de cela se trouve donc le texte dont vous parlez, qui est à la source de sa critique des guerres justes. Oui, tout à fait, et vous pouvez le mettre en rapport avec le passage de l'essai intitulé « De la cruauté », où il dit que les hommes ont un instinct naturel à l'inhumanité, et donc c'est ce que j'appelle la pulsion de mort, un instinct naturel à l'inhumanité, auquel répond par l'éducation un devoir général d'humanité. Et un devoir général d'humanité, non pas général au sens où il est commun aux hommes, mais devoir général d'humanité au sens où il s'applique à tout le monde. Il s'applique même aux plantes et aux animaux autant qu'ils en sont capables. Et il salue par exemple les Romains qui avaient pris en bienveillance les oies, parce que les oies avaient sauvé le Capitole précisément par leur agitation. Il prend comme exemple
les hôpitaux pour les bêtes qu'avaient mis partout en service les Turcs. Devoir général d'humanité, pour les hommes ça veut dire justice, pour les animaux ça veut dire bienveillance, et je crois qu'effectivement cet humanisme de Montaigne est à lire dans tout ce qui réduit effectivement et non pas justifie la guerre, bien évidemment. Dans le passage que vous avez lu, vous savez, il y a encore un mot extraordinaire, on cause de guerre, on cause de justice, on cause de justification de la guerre, et puis c'est la cause elle-même qu'il faut un peu critiquer, et vous savez ce passage... Il laisse les effets et court aux causes, plaisant causeur. Exact, voilà un autre exemple de l'humidité de la langue, comment un même mot est repris. Et d'un néologisme qui a fait, dont la bonne fortune va jusqu'à maintenant, hein, les causeurs. Extraordinaire, plaisant causeur, ceux qui parlent des causes et laissent les choses. Et effectivement, d'abord, la chose aussi est une cause, parce qu'une chose, là où elle est issue selon une cause. Donc déjà, dans chose, il y a cause. Et bien évidemment, plaisant causeur, ceux qui bavardent sur les causes en oubliant les choses, c'est-à-dire qui se demandent toujours, dit-il, comment se fait-il, mais on ne se demande jamais se fait-il, c'est-à-dire on ne regarde pas les effets. Et on ne regarde pas ce qui arrive, on n'observe pas les événements, et on est toujours à chercher l'encadrement possible des événements, et on oublie ce qui se fait. Alors on oublie le réel au profit de ce qui le précède, de l'origine imaginaire qui le précède, ou de l'hypothèse originelle, et de l'hypothèse destinale, comme on dit, tout finale. À fait, exactement, les fameuses quatre causes aristotéliciennes. La fin de l'histoire, hein, et au milieu, il y a les effets qu'on néglige. Ce qui est intéressant, fabuleux, c'est que Montaigne parle de causerie, de causeurs, au fond de bavardage. Oui. Ceux qui bavardent pour ne rien dire sont ceux qui voudraient dire des choses plus importantes que ce qu'ils ont sous les yeux, à savoir la cause de ce qu'ils voient. Exactement, ça fait penser à Sacha Guitry que vous aimez beaucoup. Les bavards parlent jusqu'à trouver quelque chose à dire. Alors pour Montaigne, peut-être qu'il ne trouve pas quelque chose à dire parce qu'il s'enferme dans la causerie précisément. Et l'événement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'événement, par exemple la guerre, une fois produite, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'appliquer autant que possible les lois de La Haye, les lois de Genève, les lois de Nuremberg. On essaye de humaniser autant possible la catastrophe, et plutôt que de dire mais cette catastrophe est peut-être justifiée, etc. Et on oublie les gens en détresse, on oublie les villages dévastés, on oublie les personnes violées, etc. Et donc cette façon de se cristalliser sur les effets et ce qui arrive, c'est aussi un soin particulier apporté aux choses une fois qu'elles se sont produites. C'est un réalisme fort, c'est une humilité forte, mais c'est aussi un engagement radical. Alors ça c'est quand même très important, c'est amusant juste avant d'en venir à ce que je voulais vous dire, vous dites causerie et j'entendais connerie, par l'effet de l'humidité de la langue justement, à force de jouer sur les mots, vous dites causerie, j'entends connerie, j'ai envie d'entendre causard, comme on pourrait dire connard par exemple. C'est étonnant parce que la lecture de Montaigne invite à ce genre d'allitération subtile et qui finalement transforme causerie en ce qu'elle est véritablement, c'est-à-dire une forme de bêtise, une bêtise qui passe par l'intelligence et que Montaigne déteste parce qu'elle est incurable, justement. Oui. Vous venez de décrire Madame Verdurin. Alors, Madame Verdurin, tiens, justement. Madame Verdurin faisant la maline, négligeant les effets au profit des causes. Nous sommes le 11 septembre 2001 à Liben Maklouf. Il y a l'attentat sur les tours du World Trade Center. Bon, à partir de là, vous avez toute une tradition d'auteurs, hein, tout un ensemble, toute une famille. Ça va de Baudrillard à Derrida, qui considèrent que, bien sûr, par-delà l'horreur manifeste d'un tel événement, il faut en revenir aux causes. Il faut s'intéresser aux motifs qui ont permis tel ou tel événement à tel ou tel événement d'arriver. Il faut, au fond, se pencher sur les causes pour comprendre que les victimes, en l'occurrence, ne sont pas forcément celles qu'on croit et qu'il ne faut pas être dupe des simples effets et s'intéresser à une causalité qui montre que l'Amérique, sous des airs de victime, n'est pas moins responsable, sinon coupable, de ce qui lui arrive. Est-ce qu'on peut appliquer Montaigne à ce schéma et considérer que là encore, il y a de plaisants causeurs qui, aux dépens du drame objectif qu'ils ont sous les yeux, s'attachent par le goût du décryptage, par le goût de la recherche des origines, par le goût des causes finalement, à négliger l'horreur au profit d'une intelligence qui ici est de mauvaise aloi? Je pense qu'effectivement, l'effet doit toujours être décrit au maximum
objectivement, tout en sachant qu'on sera toujours fragmentaire dans notre description par rapport à la réalité. Ça, penser, ce qui est le plus gênant dans la manière d'enfermer un événement par sa cause, c'est de penser qu'on va en avoir en quelque sorte un synopsis ou une synopsis complète. Et c'est ça le plus gênant, c'est de penser qu'on va cette fois-ci avoir donné la raison d'être de l'événement. Alors que quand on se place du point de vue des effets, on se place du point de vue de la description qui, elle, n'est jamais complète. On décrit, et on n'a jamais peut-être fini. Et il y a peut-être des pans de réalité qu'on n'a pas fini. Et la cause, quand elle se veut complète, est fausse et falsifie, une manière de falsifier le réel. Cela dit, chercher la genèse d'un effet est tout à fait louable. La genèse peut être pas la cause, et surtout, me semble-t-il, la grande différence, c'est le complet et l'incomplet. Une fois que j'ai décrit, reconnaître que je n'ai peut-être pas tout décrit. Voilà, Montaigne, c'est fini, provisoirement, dans les Nouveaux Chemins. Pour l'heure, on retrouve tout de suite le journal des Nouveaux Chemins avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. On continue aujourd'hui notre traversée en terre post-génomique dans l'univers cellulaire et spinoziste du philosophe Henri Atlan. Aujourd'hui, 3e épisode, et la liberté dans tout ça. Bonjour Henri Atlan. Bonjour. Nous avons défini les 2 derniers jours ce concept d'auto-organisation, et hier nous avons vu en quel sens l'auto-organisation reposait notamment sur le hasard comme cause de changement, et donc l'absence et de finalisme et d'intentionnalité dans le modèle de l'auto-organisation. Et j'aimerais qu'on essaie de faire le lien aujourd'hui avec un autre thème qui est très important et dont vous parlez dans votre livre, puisque cela nous permet d'évoquer également un philosophe qui est très présent dans votre livre et dans votre pensée, qui est Spinoza. Et donc, a priori, peut-être ce lien paraît arbitraire, parce qu'on a du mal à voir comment l'importance donnée au hasard est compatible avec la pensée de Spinoza elle-même. Et ça, on va le voir avec le problème de la relation du corps et de l'esprit, et donc du libre arbitre. À savoir que vous montrez bien dans votre livre, au chapitre 8, qui s'appelle « L'action intentionnelle et le problème du corps et de l'esprit », que si on fait une neurophysiologie des actions volontaires, alors on se rend compte que la décision volontaire et consciente d'agir à court terme, sans planification préalable, ne précède pas l'intention ni la décision elle-même, et qu'elle suit celle-ci d'environ 300 millisecondes. Donc c'est-à-dire que le fait de décider d'une action et ensuite de l'exécuter est une illusion, puisque chronologiquement, en réalité, l'action est exécutée avant même que l'intention précède. Oui, bon, là, il s'agit d'expériences de neurophysiologie qui ont été établies pour la première fois par Benjamin Libet, enfin un neurophysiologiste, et qui ont été reprises par la suite et qui concernent, sous la forme que vous avez dite, en fait, que les actions intentionnelles à exécution immédiate. C'est-à-dire il s'agit de décider de faire un mouvement et de décider en réalité du temps auquel je vais faire le mouvement. Et là, en effet, on observe que, à l'aide d'un dispositif, on arrive à mesurer exactement le temps de la prise de décision consciente, le temps du commencement de l'exécution de ce mouvement, non pas dans le membre, mais dans le cerveau, et puis ensuite l'exécution elle-même du mouvement proprement dit. Et là, on observe que la prise de décision consciente suit le commencement de l'exécution. Ça veut dire que lorsque je décide de lever la main et que je le fais, à ce moment-là, en réalité, j'ai levé la main avant de le décider ? Vous n'avez pas levé la main avant de décider, mais l'activité dans le cerveau qui va déclencher le fait de lever la main précède la décision consciente que vous faites de lever la main. Autrement dit, après, évidemment, le mouvement proprement dit va venir après. Mais l'initiation du mouvement dans le cerveau, eh bien, se fait en réalité de façon inconsciente. C'est ça que ça veut dire, la conclusion, si vous voulez, de ce genre d'expérience. Après, se pose la question de qu'en est-il
des actions volontaires mais à exécution différée. Par exemple, je décide de me lever demain matin à 5 heures du matin, d'aller prendre le train, etc. Bon, là, je le décide aujourd'hui. Si je le fais demain, on ne peut pas dire que l'exécution précède la décision. Mais là, il y a aussi toute une série d'études neurophysiologiques que je rapporte dans ce livre, qui ont été d'ailleurs ramassés de façon tout à fait remarquable dans un autre livre de Marc Jeanneraud sur le cerveau volontaire précisément, qui montre aussi comment, en réalité, il y a un aspect illusoire dans le caractère de détermination des mouvements par des décisions conscientes. Et là, on est directement branché sur le spinozisme et sur justement l'unité du corps et de l'esprit, et sur cette affirmation qui a l'air contre-intuitive que Spinoza nous assène en disant eh bien, l'esprit ne peut pas déterminer le corps au mouvement et une modification du corps ne peut pas déterminer une modification de l'esprit. Et pas du tout parce que l'esprit et le corps seraient deux choses différentes, mais bien au contraire parce que c'est la même chose. Et puisque c'est la même chose, eh bien, une modification de l'un ne peut pas être la cause d'une modification de l'autre. Voilà, là vous citez l'éthique de Spinoza, la troisième partie, la proposition 2. Le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement, ni au repos, ni à quelque chose d'autre. En effet. Donc ça, c'est une affirmation qui est évidemment au cœur de l'unité du corps et de l'esprit chez Spinoza, qui est très difficile à comprendre et à intégrer, mais que ces modèles-là nous permettent au contraire de mieux comprendre. C'est-à-dire, d'une certaine façon, ces modèles d'auto-organisation transposés cette fois-ci aux actions intentionnelles, eh bien, qui montrent comment une action qui a l'air d'être intentionnelle a émergé d'un ensemble de phénomènes qui ne sont pas intentionnels, c'est-à-dire les phénomènes inconscients, eh bien, est possible. Et ceci est une illustration magnifique, d'une certaine façon, de cette proposition de Spinoza. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, il faille renoncer entièrement à toute action volontaire qui précéderait, toute décision volontaire qui précéderait l'action ? Je veux dire, ce que vous dites, c'est que le schéma même de l'auto-organisation est pensable à échelle humaine, qu'il n'est pas uniquement valide et légitime dans un domaine biologique, mais également à l'échelle humaine dans le rapport du corps et de l'esprit. Mais pour autant, faut-il réduire l'être humain à ce schéma-là ? Non, parce que pour un tas de raisons. Une des raisons, d'abord, c'est précisément nos illusions. C'est-à-dire que l'illusion que nous avons de déterminer nos actions par nos pensées ou par nos affects, eh bien, c'est une illusion dont on ne peut pas se passer, qui ne disparaît pas. Et c'est, pour reprendre Spinoza, il parle aussi de ce genre d'illusions que nous avons de par nos sens, qui nous font percevoir le soleil à 200 pieds de la Terre, comme il dit, alors que la science nous apprend qu'évidemment, le soleil est beaucoup plus éloigné. Mais ce que nous apprend la science ne supprime pas pour autant notre perception illusoire, mais dont nous ne pouvons pas nous passer. Autrement dit, notre expérience du libre arbitre, même si elle est illusoire, eh bien, elle fait partie de notre nature. Elle fait partie de notre nature pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'avons pas une connaissance infinie de la totalité des choses qui nous déterminent. Bon. Et en effet, eh bien, je ne connais pas, dans tous leurs détails, les mécanismes inconscients qui me poussent à faire ce que je fais. Et par ailleurs, je fais l'expérience aussi de la conscience de ce que je fais, même si cette conscience que je fais accompagne mon action et n'en est pas la cause, eh bien, je l'aperçois comme telle et spontanément, je lui attribue le caractère de cause de mes actions. On voit qu'on était parti d'un sujet très scientifique et même de biologie en parlant du vivant post-génomique et que là qu'on en arrive à Spinoza, ce qui montre bien que le concept d'auto-organisation permet, et peut-être à la charnière de ces deux disciplines que sont la science et la philosophie. Merci beaucoup Henri Atlan. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Le vivant post-génomique ou qu'est-ce que l'auto-organisation ? On trouve ça aux éditions Odile Jacob. Merci Adèle, merci Henri et merci Ali.
c'est la fin des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour aujourd'hui. On se retrouve demain comme tous les jours de 10h à 11h pour la suite de cette discussion en compagnie d'Ali Ben Makhlouf. Une discussion que vous pouvez aussi retrouver sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine et l'écoute en ligne de toutes les émissions précédentes. À demain donc de 10h à 11h. Pour l'heure, dans un instant, c'est Culture Monde, Florian Delorme.